Avant de développer une véritable analyse conceptuelle, il nous semblait pertinent de présenter une première ligne du temps. Elle reprend principalement les trois grandes périodes qui seront étudiées plus longuement, à savoir l'hégémonie impériale de la dynastie Romanov, la période de domination soviétique et enfin le régime de la Fédération de Russie. Alison et moi-même allons maintenant vous expliquer les différents types de domination qui ont su caractériser le règne tricentenaire de la dynastie Romanov. Le règne des Romanov débute en 1613 avec l'accession au trône de Michel III. Si Michel III est le premier Romanov à être sacré tsar, le tsarisme débuta une cinquantaine d'années auparavant avec Ivan IV. À partir de ce moment, les tsars se succédèrent, mais les rébellions contre le pouvoir furent omniprésentes au sein de la population et nombre d'entre eux furent assassinés ou déchus. Le 16 mai 1682, Pierre le Grand est sacré tsar de Russie. Pierre le Grand a bien mérité son surnom. Grâce à ses exploits militaires et à ses réformes, il pose définitivement la Russie comme l'une des plus grandes puissances européennes. À l'origine de l'installation à Saint-Pétersbourg, il a su se construire une position de leader charismatique et développer une domination allant de pair. En 1721, il obtient du Sénat l'accord du titre d'empereur de toutes les Russies. Tant d'éléments qui démontrent que Pierre le Grand a su user de son charisme pour renforcer la domination traditionnelle, sacrée et habituelle qui accompagne depuis plusieurs années les héritiers Romanov. La fin du tsarisme est due à l'abdication de Nicolas II le 15 mars 1917 suite aux pressions exercées par le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, où l'on retrouve les bolcheviks en étant les plus radicaux partisans. L'ancien tsar et le reste de sa famille furent assassinés dans les jours qui suivirent afin d'éteindre à jamais leur lignée. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux dominations weberiennes au travers de deux leaders emblématiques de l'URSS, Lénine et Staline. Il existe selon lui deux moyens pour arriver à une domination, la légitimité et la contrainte qui peut être physique, psychologique et économique. Dès son arrivée au pouvoir, en 1917, Lénine met en place un régime totalitaire à parti unique. Il va utiliser la contrainte pour assouvir sa domination. En 1921, il va mettre en place des mesures d'étatisation économique comme la NEP, contraignant les industries et propriétés terriennes à être nationalisées. Il crée également une police politique appelée Tchéka pour faire face aux forces de contre-révolution. Un décret institue des camps de travail, goulags, qui vont se développer rapidement. De cette façon, la population est physiquement contrainte d'obéir à l'autorité de Lénine. L'URSS est explicitement créée le 3 décembre 1922. 2 ans après, Lénine meurt. À sa montée au pouvoir, Staline supprime toute l'opposition. Il va mettre en place un véritable culte de la personnalité. Ainsi, Staline va réussir à présenter son pouvoir comme légitime aux yeux de la population qui le voit comme le petit père du peuple. Cependant, il ne va pas hésiter à utiliser la contrainte pour accompagner sa domination charismatique. Staline impose la collectivisation forcée des terres agricoles et la constitution des fermes collectivistes, kolkhozes ou sovkhozes. Mais en plus de les contraindre économiquement, il se livre à une véritable guerre contre les campagnes, ce qui provoquera la famine. En 1930, Staline va lancer les grandes purges et il va éliminer tous ceux qui s'opposent à lui. Il n'hésitera pas à utiliser la force physique pour faire triompher son autorité et supprimer ses opposants. Le soir du 28 février 1953, Joseph Staline meurt. Après la mort de Staline, c'est Nikita Khrouchtchev qui monte au pouvoir, et directement il va dénoncer le culte de la personnalité et la dictature stalinienne. Il va ensuite mettre en place des mesures de démocratisation de la vie publique, il va libérer des prisonniers et instaurer une économie plus favorable. Maintenant, penchons-nous sur la période trouble de la guerre froide qui a fait s'affronter les USA et l'URSS à travers le concept de Norbert Elias, qui est l'équilibre des tensions. Les deux acteurs ici en présence sont donc concurrents, mais aussi besoin l'un de l'autre. C'est le phénomène de l'interdépendance. Cet équilibre se maintient grâce au fait qu'aucune des deux puissances ne peut surpasser l'autre, tant les forces en présence sont bien réparties entre les acteurs. Mais en quoi donc ces deux puissances sont-elles si différentes? Cette question est abordée par Elias. Leur principale différence réside dans leurs idéologies radicalement opposées que sont le communisme et le capitalisme. Le conflit ne s'est jamais transformé en guerre généralisée, mais des zones géographiques localisées ont souvent été le lieu de cristallisation du conflit. Ainsi, nous pouvons citer la guerre de Corée de 1950 à 1953, la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, qui a permis l'instauration du téléphone rouge,
la guerre du Vietnam en 1964-1975 et la guerre soviétique en Afghanistan de 1979 à 1988. C'est donc tout naturellement que va se développer une course aux armements et une course à la conquête de l'espace. Le principe est simple, si une puissance acquérait une nouvelle arme, l'autre ne tardait pas à en obtenir une de même force, sinon l'équilibre était renversé. Ce sont en premier les USA qui développèrent la bombe atomique, comme le prouvent les attaques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Vient ensuite la bombe à hydrogène. Pour ce qui est de la course à la conquête de l'espace, c'est l'URSS qui est d'abord en tête avec l'envoi du premier homme dans l'espace qu'est Yuri Gagarin en avril 1961. Les USA les rattraperont en envoyant le premier homme sur la Lune. Arnaud et moi allons vous parler des différents types de relations existant entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'entre la Russie et l'Europe. En premier lieu, nous aborderons les relations entre la Russie et l'Ukraine, caractérisées par des tensions ne datant pas d'aujourd'hui. En effet, depuis plusieurs siècles, il existe un clivage est-ouest en Ukraine. À l'ouest, les pro-russes prônent un rattachement à la Russie et à l'est, les pro-européens prônent l'adhésion à l'Union européenne, ce qui fait apparaître deux clivages, un clivage Ukraine-Russie et un clivage Ukraine-Europe. Ces clivages sont toujours présents à l'heure actuelle et se sont renforcés après les élections de 2004. L'élection de Yanukovych a été déclarée comme frauduleuse. Cette dernière provoque donc un mécontentement de la population qui entraînera la révolution orange. Après ces élections, la force politique libérale et pro-occidentale prend le dessus avec l'intervention de Yushchenko et Timoshenko. À partir de ce moment-là, une fracture électorale se forme entre l'Est et l'Ouest. L'élite politique se rapproche de l'Union européenne alors qu'une influence russe reste très présente. Le rattachement de l'Ukraine à la Russie donnerait à cette dernière de nombreux avantages culturels ainsi que stratégiques. L'Ukraine est un atout majeur pour l'armée russe. En effet, la Crimée a une position idéale sur la mer Noire et possède la flotte maritime de l'armée russe dans ses eaux. En sachant que la Russie est le principal fournisseur de gaz du continent européen, grâce à Gazprom, le gaz devient le moyen de pression sur le monde occidental. Elle va d'ailleurs l'utiliser contre l'Ukraine qui en est dépendante énergétiquement, ce qui limite donc son autonomie dans les années 2000. En effet, elle fermera les gazoducs en 2006 et 2009. Pour relancer le dialogue avec l'Ukraine, la Russie va lui donner des facilités. Le prix du gaz va diminuer et l'Ukraine va recevoir de l'argent russe. Toutes ces facilités ont été mises en place car l'Ukraine négociait en vue d'un accord d'association avec l'Union européenne. Vladimir Poutine fait tout pour que la négociation entre l'Ukraine et l'Europe échoue en vue de créer une union douanière où l'Ukraine occuperait une place prépondérante. En 2013, Yanukovych, président ukrainien pro-russe, cesse toute négociation avec l'Europe afin de lancer le dialogue avec la Russie. La décision de ce dernier entraîne une vague de contestation, plus particulièrement à l'ouest, sur les places des villes importantes ukrainiennes. Le gouvernement ukrainien réprime ces manifestations par la violence. Cependant, un mouvement radicaliste se met en place et les contestations sont très importantes à l'ouest. Cette situation mènera à la destitution et à l'exil en Russie de Yanukovych. En 2014, l'opposition pro-européenne prend le pouvoir, organise des élections et les gagne. Ce nouveau pouvoir va être reconnu par l'Europe, mais l'Est de l'Ukraine et la Russie ne reconnaissent pas sa légitimité. Selon eux, cette prise de pouvoir est un coup d'État. Les villes de l'Est et la Crimée vont tenir des référendums pour leur attachement à la Russie. Vladimir Poutine donne son aval, que l'Europe et les USA considèrent comme illégal. Toutes ces tensions dégénèrent même en un conflit entre pro-russes et pro-européens. Le défi du nouveau pouvoir ukrainien est dès lors d'éviter la sécession de l'Ukraine. En second lieu, nous expliciterons les relations entre l'Europe et la Russie. L'Union européenne entretient des relations commerciales avec la Fédération de Russie depuis de nombreuses années. Mais, en 2014, celles-ci vont se dégrader. Ces deux puissances tenteront d'exercer une domination l'une sur l'autre. Les Russes poseront un embargo sur les produits alimentaires européens. De plus, ils menaceront l'Europe de ne plus l'approvisionner en gaz naturel et pétrole, alors que l'Europe, quant à elle, veut sanctionner la Russie d'un point de vue économique. En conclusion,
En se référant aux travaux d'Elias, nous constatons que les relations entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'entre la Russie et l'Europe, sont des relations d'interdépendance et de concurrence.